Salut la commune. Aujourd'hui, on se retrouve pour le première analyse de rapport de bataille. J'ai décidé de commencer par un rapport de bataille du maître des dés. Si vous voulez le voir en même temps, il sera dans la description. Donc je vous conseille de le regarder une première fois avant pour que vous voyez un peu ce que c'est et ensuite de revenir pour voir l'analyse et qu'est-ce qu'on pourrait dire stratégiquement de cette partie. Alors pour cette partie-là, donc on voit affronter le Rohan et les cavaliers de Théoden contre de l'Isengard avec Lurtz, Ugluk et Vrasku. C'est une partie qui a été jouée donc sur la chaîne du Maître des Dés et qui était fort sympathique. Avant de se mettre en amont, un peu de conditions, vu que celle-là je l'ai jouée, donc c'est un peu plus simple pour moi de pouvoir en parler, mais j'aimerais par la suite, si le format vous plaît, qu'on puisse étendre ça à n'importe quel rapport de bataille. Et donc si vous avez des rapports de bataille que vous avez envie que j'analyse après par la suite, n'hésitez pas à me les envoyer. J'ai quelques idées parce que j'en regarde plutôt pas mal, mais n'hésitez pas s'il y en a qui vous intéressent. Donc la vidéo, elle va être faite donc d'une traite, ce que je fais pas normalement dans les autres vidéos. Donc c'est possible qu'il y a des petits cafouillis, des choses un peu plus floues et des petits bruits de fond qu'il n'y a pas d'habitude. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, on est parti pour cette vidéo. Donc là, on va vraiment parler autant de l'aspect stratégique et des erreurs que l'un a pu faire, l'autre et l'autre aussi, et souligner aussi les bonnes actions qui a été mise en place par les joueurs pour cette partie. Donc déjà, spoiler alerte, on va spoil toute la partie, donc vraiment si vous voulez pas vous spoil, d'abord allez voir la vidéo du Maître des Dés, et si vous ne l'avez pas vu, dans tous les cas, cliquez au moins sur sa vidéo pour le soutenir. C'est un très bon créateur de contenu et il mérite beaucoup plus de vues. Donc voilà, cette chose est faite. Maintenant, on va parler un peu de comment on va se passer. Donc comme j'ai pas une collection de figurines infinie, on va tout de suite se mettre les bases. Donc la base première, c'est qu'on va parler avec donc le rapport de bataille un maximum de ce qu'on peut voir. Et quand on aura du mal à voir, et ben je vous ai préparé un petit vassal. Donc pour ceux qui connaissent pas, on en a parlé dans l'interview de Armando. C'est un logiciel qui nous permet de jouer au Seigneur des Anneaux, qui a été traduit par Amandine Lérémente, donc il est en français maintenant. Donc un gros merci à lui, et donc ça nous permet d'avoir des petits jetons qui représentent nos figurines, et on peut, grâce au jeu déjà fait, donc de Vassal, pouvoir bouger et simuler une partie via internet. Donc voilà, et nous on va se baser là-dessus pour pouvoir mieux comprendre, et donc je présenterai ça et comment ça en est. Donc déjà on va relancer le rapport et puis on va voir au fur et à mesure. Donc je vais faire des avances rapides, c'est possible que je fasse des cuts aussi, des moments un peu longs, mais en gros voilà comment ça va se passer. Donc c'est parti. Donc là c'est possible, donc normalement vous devriez pas avoir le son de la vidéo, moi je l'ai, et ce sera plus simple comme ça. Donc là il fait juste une petite introduction, nous on va la passer, on va tout de suite aller au scénario, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc déjà pour savoir quelque chose qu'il ne dit pas pour les scénarios en fait il en tire 3 et après chaque joueur en banne 1. Donc voilà, c'est pour avoir une partie le plus équilibrée possible. Ce qu'il veut c'est des parties équilibrées et des parties sur des thèmes un peu plus fluff, c'est pour ça qu'on a fait Rohan, Isengard. Voilà, donc ça c'était juste l'aparté parce que j'étais dans le truc. Donc du coup commençons directement par ce qui nous intéresse. Donc souvent le premier truc c'est on a les listes d'armées adverses et le scénario. Donc là le scénario en fait il faudrait le lire après le déploiement. Donc, on va tout de suite passer d'abord aux listes d'armées, parce que c'est la première chose qu'il faut voir avant même de lire le scénario, parce que quand on va lire le scénario, on va réfléchir dessus et ce qu'on va faire. Donc en fait, dans la présentation des armées, là, il va présenter son armée. Donc j'aimerais bien vous laisser sa petite présentation. Donc, alors pour cette armée d'Isengard, j'ai pas été très Du coup, je vous la laisse. Subtil, hein, j'ai juste ramené beaucoup d'Uruk-hai, j'avais pas grand chose d'autre à faire, c'est vraiment du classique. On va avoir une armée qui va être dirigée en personne par Lurtz, donc vraiment le boss des Uruk qui va diriger tout un tas d'Uruk, hein, vraiment on n'est pas très raffiné à ce niveau-là. Il va avoir dans sa warband un chevaucheur de warg pour avoir un petit peu de mobilité, et puis il va avoir la bannière, parce que mine de rien c'est lui qui aura la troupe principale, donc c'est important qu'il ait cette petite bannière pour avoir...
Alors là, je vais cutter là parce que déjà, on a dans la première lecture qu'on va voir, on sait déjà son général qui est l'URSS, donc un seul destin. Donc c'est un point déjà qui peut être récupéré pas trop difficilement vu qu'il a un destin et qu'on peut taper assez fort. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Donc déjà, l'URSS, il est tuable, donc on a ces points à prendre qu'on peut aller chercher. Ensuite, on voit qu'il a une bannière. La bannière est avec la troupe de l'URSS, donc on sait déjà d'entrée de jeu que la troupe de l'URSS, ça va être une grosse troupe. On a parce que quelques sinon, guerriers généralement, tu mets pas la bannière quand t'as pas trop de guerriers. Et 2 petits berserkers. La deuxième warband, elle va être menée par Ugluk, qui lui aura aussi quelques guerriers. Donc là, on a la deuxième warband. Sa deuxième warband, il y a Ugluk, donc c'est un deuxième héros frappeur. Et on voit que la warband, elle sera moins forte que la première, parce qu'il a un seul berserker, et qu'il n'a pas la bannière. Urukai, bouclier pique, globalement c'est toujours un peu pareil. Un berserker, un chevaucheur de warg, vous avez compris la logique. Et enfin, on termine avec Vrasku, qui lui... il a ramené tous ses copains arbalétriers, donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire un petit peu de tir, on va tenter un petit peu les mitraillettes là et essayer de défoncer quelques chevaux, ça pourrait être sympa. La petite... Donc là on a la troisième warband qui est composée de Vrasku et quelques arbalétriers, voilà, et il a aussi 2 cavaliers incréments, donc c'est une warband qui va être très mobile, donc en gros il va poser son héros, il va poser les arbres à côté, grosso modo eux ils vont pas trop bouger, parce qu'ils vont nous shooter, et sa mobilité va partir de ce point là. Subtilité, c'est lui qui l'a puisqu'il a le crébin, donc pas mal de mobilité et puis c'est 4 points de vie. Voilà, donc là c'est ce qu'il dit. Ensuite on va passer à la présentation de liste d'armée du rang. Elle est un peu plus longue, je vais vous la faire plutôt rapide parce que j'ai un peu trop parlé sur ce moment-là par rapport à notre vidéo. Donc en gros c'est la légion légendaire des cavaliers du rang. Donc déjà ce qu'il faut savoir sur cette armée avant toute chose, c'est une armée qui a beaucoup de punch et qui va taper une fois très fort et qui après elle risque de s'épuiser assez vite. C'est une armée aussi qui meurt très vite parce qu'on a des guerriers, s'ils ont pas chargé, qu'ils ont qu'une seule attaque, il y a jamais de soutien dans cette armée, et c'est des guerriers qui ont un seul point de vie et défense 6, donc en fait ça peut mourir assez vite. Et ça prend de la place, donc généralement on va être 2 contre 1, voire 4 contre 1. Donc voilà, c'est une armée qui meurt vite. Après il y a beaucoup de héros, donc là on a 2 capitaines qui sont là pour faire des marches, des élans et taper avec leur hache qui vont leur permettre d'avoir force 6, donc le plus 1 du bonus d'armée, leur force 4 de base, la taille de l'âge, force 6. On met même pas de bouclier, comme vous voyez là sur le capitaine qui est là. Y a pas besoin, de toute façon, on va tailler, on va perdre de la défense, et si on perd le combat, on est mort, ils sont là pour charger. Avec le Hamor, oui, parce que donc dans la Légion légendaire, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y avait le Hamor. Le Hamor, c'est toutes les héros qui sont autour de Théoden, ils ont un combat héroïque gratuit ou une frappe. Donc ça c'est vraiment un point très essentiel de cette armée. Et les capitaines sont juste là pour faire leur combat héroïque, utiliser la might qui reste pour gagner les combats, pour tuer des gens, recombattre, retuer des gens, et ça dans la troupe avec leur combat 5, pour tuer de la troupe de force 4. Donc voilà. Ensuite, on a donc Elfhelm. C'est pour pas que ça me dérange que je coupe le son. On a donc le deuxième capitaine, donc là il me restait 5 points, j'ai mis un bouclier, une question de WYSIWYG parce que j'aime bien le bouclier, mais ce serait plus optique de mettre un javelot si on a 5 points, voire de mettre 2 javelots en plus sur des guerriers des gardes royaux. Donc après en héros, on a Elfhelm, donc Elfhelm c'est le seul héros avec la défense. Voilà, ça va être plus simple, je vais bloquer là. On a Elfhelm qui est là, qui est le seul héros avec la défense, donc la défense, ce qui va nous permettre de tanker les héros. Le problème qu'on va avoir avec cette armée-là, c'est que pour tuer des héros, on n'a pas de lame elfique qui nous permettra de facilement gagner les combats, et on n'a pas de héros avec une grosse valeur de combat qui va nous permettre de tuer des héros en fait sans frappe une fois qu'on a tous les deux échangé nos might, ou de gagner le duel de frappe plus facilement parce qu'on a plus de puissance. Donc ça on pourrait le retrouver par exemple avec un Boromir qui va avec la Boromir et sa bannière qui passe à combat 6, là où d'autres héros frappeurs comme ici au rang on a combat 5, et ben on voit bien qu'aussi on aura plus 1 sur notre jet de frappe, donc on a plus de chances d'avoir une meilleure valeur de combat que notre adversaire. Donc ça c'est une manière de tuer les héros qu'on n'a pas trop parce qu'on a combat 5 et que notre adversaire a aussi combat 5 sur ses héros frappeurs, que ce soit Ugluk ou l'URSS. Donc là, avec le Rohan, lui il est là pour tanker des héros, donc en fait il a la défense, il va venir, il va jeter son javelot, il va faire sa défense, il va pas mourir, ou il va temporiser, et après il va recommencer ça tant qu'il a de la puissance. Donc ça c'est son rôle. Ensuite on a Dernhelm dans la même troupe, donc elle c'est une figue qui va avoir 4 attaques en charge avec la frappe, qui va avoir de la force 4, donc ça tape en gros aussi fort qu'un Boromir ou qu'un Bard, parce qu'elle a ses 3 points de puissance, elle tape du coup à force 4 comme Boromir ou Bard, elle a 3 attaques plus la charge 4 et elle a le même combat 5. Donc au final ça tape aussi fort qu'un Bard ou qu'un Boromir dans cette optique là. Après elle a aussi plus de résistance parce que
Mary lui offre la résistance magique, et on a les points de volonté de Éowyn, plus ceux de Mary, ce qui en fait un bon gros pool de points de volonté. Et après, pareil, en destin, on a aussi beaucoup de destin, donc c'est une fille qui va résister et qui va taper plutôt très correctement. Ensuite, à côté, on a notre général qui est Théoden, donc l'armée elle est beaucoup basée sur des bonus que donne Théoden, donc entre le Hamor et le +1 en combat quand on charge. Donc vraiment, Théoden c'est une figue en plus qui est assez centrale, du coup on le voit bien, et qui va donner des bonus, donc c'est une figurine qui est support, donc il va donner des bonus à notre figurine. On voit aussi qu'il est un combattant plutôt décent, parce qu'il a 2 attaques plus la charge, il passe à 3, et il a la frappe. Donc tant qu'on n'a pas fait le Hamor, on va jouer plutôt safe avec lui, vu qu'on a besoin de ses boosts. Une fois qu'on a chargé, qu'on a fait notre Hamor, bah si on peut perdre notre général et que c'est pas trop grave dans notre plan de jeu, et ben on va pouvoir l'envoyer au combat face à de la troupe, voire challenger un peu des héros. Et en dernier, on a pas Dernhem, si c'est Dernhem, non c'est pas Dernhem, Derwin. On a Derwin, donc c'est celui qui a une règle spéciale qui permet de combat héroïque gratuitement si Théoden est ton combat. Ça permet d'envoyer Théoden lui en même temps sur 2 combats différents. On fait 2 combats héroïques, un gratuit pour lui, un payant par Théoden. Théoden revient et lui reçoit Théoden. Voilà, ça permet de petits tricks comme ça. Sinon ça permet aussi d'avoir un petit combat héroïque gratuit pour propulser des figurines quand on met Théoden et lui dans le même combat. Donc ça c'est des choses plutôt sympathiques. Et voilà, sinon ça fait un autre frappeur et ça fait un pool de puissance. Donc là on voit bien qu'on a une armée à 15 de puissance. 15, je dis le chiffre un peu trop vite. J'ai 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 points de puissance, plus un gratuit dans un tour, donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a grosso modo 22 points de puissance au maximum. On aura peut-être un peu moins si on n'a pas tout le monde dans le Hamor. Donc c'est une armée qui a énormément de points de puissance, donc nous on a 22, et en face, donc Lurtz, il en a 3, 3 et 3, donc 9. Donc en fait, à l'échange de points de puissance, on est largement gagnant. Du coup, une première strat qu'on va avoir avec le roi pour tuer les héros, ça va être d'échanger des points de puissance, faire un point de puissance pour un point de puissance, jusqu'à les épuiser. Nous, on va en avoir plus, donc on va pouvoir les tuer après avec nos frappeurs. Voilà. En échangeant, par exemple, sur les élans, ça peut être en échangeant sur les combats héroïques, ou en échangeant sur des frappes. Voilà, ou des défenses contre une action héroïque de la part adverse. Donc ça, c'est notre plan de jeu, donc c'est comme ça qu'on voit un peu les forces et faiblesses de l'armée. Et maintenant, on peut repasser du coup au scénario, maintenant qu'on a un peu vu les armées. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit quand j'ai vu le scénario? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 5 objectifs, et il y a blessé le général et la démo. Du coup, on a le choix. Déjà, si on prend 3 objectifs, on gagne la partie, si on n'est pas démo et qu'on n'a pas tué le général, parce que ça fera 3 pour 2. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pardon. Le deuxième point, c'est qu'on peut aussi décider de contester juste un objectif, donc d'avoir une figue chacun au contact à la fin de la partie, pour avoir l'objectif neutre, et du coup, après, si on blesse le général ou on le tue, ou on prend la démo, eh ben on va prendre l'avantage sur le scénario. Donc là, un peu les points. Donc on n'a pas besoin de contrôler tous les points. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de contrôler tous les points sur ce scénario-là. Donc là, hop, maintenant qu'on a vu comment se passe le scénario, le déploiement. Donc là déjà, c'est un point assez important. Le déploiement, c'est quelque chose de vraiment très important dans le jeu, il faut arriver à bien le comprendre. Donc là, on a les 2 joueurs, donc c'est le joueur du mal qui gagne le déploiement, ce qui n'est pas quelque chose qu'on veut quand on joue contre de la cavalerie. Quand on joue contre de la cavalerie, on aime bien que la cavalerie soit posée, surtout qu'on compte le nombre de pauses. Le roi en a 5, le Lysangar en a 3, donc vraiment là, le Rohan, il prend un vrai avantage, parce qu'en gros, le Lysangar va en poser une, le Rohan va en poser une, donc comme il en a 5, il va poser une petite troupe plutôt centrale, et il va voir ce que fait son adversaire avec sa deuxième troupe. Le Lysangar va poser sa deuxième troupe, là, du coup, là, il a posé la majeure partie de son armée, les 2/3, vu qu'il a 3 troupes, et en réponse, le Rohan va reposer une petite troupe, et du coup, en fait, il va pouvoir poser 3 troupes en réponse à son adversaire, ce qui est énorme, il va vraiment pouvoir prendre une vraie dominance sur cette partie. Et donc du coup, là, le déploiement, donc il va juste en reparler avant, mais c'est comme ça que j'ai joué mon déploiement. J'ai posé 2 troupes, une au centre, et lui, il a posé d'abord la première Lurtz, donc celle qu'on voit là. Il a posé une deuxième parce qu'il veut vraiment contrôler ces 2 objectifs, et on voit qu'il a mis aussi, donc vous le voyez pas, mais il y a un petit warg à droite, et un petit warg à droite qui va lui permettre de tenir l'objectif. Donc là, hop,
on a vu son déploiement. Donc là, le warg était juste là, et c'était pour venir l'objectif. Donc moi, cet objectif-là, je me dis que ça va être chiant de passer ici, y a rien à tuer, et que je veux taper fort, parce que il est 38, et qu'il faut le tour de la mort laver. Hop. Donc du coup, voilà. On a le déploiement du Rohan. Le Rohan, il s'est mis... Bon, comme c'est un peu plus chiant, on va tout de suite passer sur Vassal, ça va être plus simple. Voici le déploiement du Rohan. Donc là, on a le déploiement du Rohan, et ici, on a le déploiement, la deuxième partie. Donc en fait, on a vraiment un flanc refusé, on va essayer de pas se faire shooter par toute cette partie-là, parce que pour le Rohan, ce qui va être compliqué, c'est vraiment le crébin qui va être chiant, les cavaleries qui vont empêcher la charge de cavalerie, et ça va être les héros. Du coup, déjà là, on peut noter que le Rohan a pris un net avantage sur le déploiement, et là, on va s'attarder pas mal sur le déploiement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui a été faites par le joueur d'Isengard. Donc déjà, les premières erreurs qui a été faites pour le joueur Isengard, c'est la position des héros. Donc déjà, on a cette position ici, là, de Lurtz. Ok, il a laissé un passage qui est très bien, ce qui va lui permettre d'avancer chargé. Voilà. Mais sauf que si un des javelots tue un dégât, et ben en fait, Lurtz, il est chargé, et Helfhelm, il est là pour bloquer le héros. Le plus gros héros qu'on a adverse, et ben c'est Lurtz, et ben du coup Helfhelm, il est là pour bloquer Lurtz. Du coup, si Helfhelm tue un des berserkers, il a accès à Lurtz. Donc ça, déjà, c'est une première erreur. Pour l'éviter, on aurait pu faire tout simplement décaler lui là, le mettre ici. Du coup, de toute façon, au premier tour, on n'aura jamais les 6 pouces, mais là, au moins, notre héros, il n'est pas chargeable du tout. Ce qui fait que au tour de charge, et ben, peu importe ce qu'il arrive, même s'il y a des gars qui meurent, et ben, on a notre Lurtz qui va pouvoir... Pardon. Oh putain. Je recommence. Si on a... Donc là, si on fait ça comme ça, et ben, on a au moins toujours Lurtz, peu importe ce qui se passe, même si on perd des gens au javelot, qu'on se fait charger, et ben, il y a toujours Lurtz qui pourra être libre de ses mouvements et venir empêcher des kills faits par notre ami le Rohan. Donc ça, c'était la première grosse erreur. Hop, je remets tout en arrière, hop. Et la deuxième erreur, et ben en fait, c'est la même de l'autre côté. Sauf que là, encore en plus, il peut se faire charger directement. Donc là, c'est encore une plus grosse erreur. Donc vraiment, quand vous faites votre déploiement, pensez vraiment simple, et pensez vraiment que les couloirs, allez-y quoi. Les combats, en gros, ils vont se venir, il y a un des deux joueurs qui va venir, et ça va se rapprocher, faut juste être dans les 6 pouces de la phalange, donc là c'est du Rohan, donc de toute façon ça change rien, mais quand vous êtes contre de la phalange, donc si je prends cette phalange là, que je la mets là, en fait le tour de contact il est assez proche, donc quand vous mettez vos touches de contact, vous mesurez vos 6 pouces, et vous faites en sorte que dans la ligne, où vous allez avoir vos héros qui va faire l'élan pour vous choisir les combats, qui soient juste à portée de quelques gars qui voulaient frapper, et en fait s'il est là, et ben il est largement à distance pour pouvoir venir faire son élan, regrouper tout le monde et charger. Donc qu'il soit là ou qu'il soit là, au final, dans ce cas-là où les deux Isengard s'affronteraient, il n'y a pas de différence. Parce que là, si on comprend bien, lui il va pouvoir passer, venir là, et du coup tout cela va venir contacter. Et par contre, à l'inverse, si on remet, et ben au final Lurtz, il fait son élan, il arrive là. S'il veut passer, et ben il faut qu'il enlève la zone du piqué là, donc il a un guerrier qui va venir là. Il faudrait qu'il enlève la zone du piqué là, et au pire il sera bloqué là. Et s'il vient là, et ben il sera ok, et là il n'y a plus personne qui passe. Donc au final, Ugluk est toujours libre de ses mouvements au tour d'après, et il pourra venir là où c'est embêtant. Voilà, donc ça c'était le premier tips, et la première erreur grosse que a fait notre ami, le joueur de Isengard. Hop, et je vais remettre ça, parce qu'on en a besoin pour en reparler, hop. Et je crois qu'il me manque un piquier. 1, 2, 3, ouais, là il y avait un double piquier. Toi t'es là, et toi t'es là. Voilà. Donc ça c'était la première erreur. La deuxième erreur qu'il a fait, c'est avoir décidé de jouer sans ce héros-là. Concrètement, ce héros-là, ok, il va pouvoir tirer, et c'est cool, il va pouvoir faire quelques tirs, mais il serait beaucoup plus utile à venir charger un petit cavalier du Doran sur un tour de combat, et faire un combat héroïque avec tous les hommes qui vont être dessus, pour pouvoir se redéplacer et venir challenger les héros adverses. Surtout que combat 5, il va pouvoir venir challenger les capitaines, et ça c'est ce qu'on aime voir.
Voilà, c'est ce qu'on aimerait, ou au moins empêcher les gardes royaux de vraiment faire énormément de kills. Du coup, on aurait préféré qu'il soit, par exemple, ici. Ça ne change pas le déploiement, si on regarde la R de 6, il y a juste le haut cavalier qui vient là, mais ça ne changeait pas grand-chose. Donc, c'était plutôt pas mal. En plus, on pouvait mettre l'arbre à l'étrier en haut, et on avait toujours nos 3 arbas si on voulait 3 arbas en haut. Donc voilà. Hop, là. Voilà, donc... Ça, c'était pour le déploiement de l'Isengard. Donc déjà, on voit aussi que le déploiement de l'Isengard, il joue principalement sur 2 objectifs. Donc celui de gauche, celui de droite, mais... En fait, pour moi, l'erreur aussi qu'on peut voir ici, c'est que, en fait, sa deuxième force, troisième force, celle avec les arbres à l'étrier, il l'a mis plus sur la gauche. Donc en fait, là, il va jouer un peu sur les 4 objectifs, voire le 5e avec son crébin, suivant ce qu'il fait. Et moi aussi. Donc en fait, là, il veut jouer sur tous les points. Et quand on joue sur tous les points, on va jouer tous les points moyennement au lieu de jouer le nombre de points qu'il nous faut bien. Donc là déjà, ça fait une autre erreur de la part de notre joueur Isengard, c'est qu'il a essayé de jouer sur tous les fronts. Alors que si cette warband là, elle aurait été là, hop, il aurait contrôlé autant d'objectifs que là maintenant, sauf que là, sa troupe qui est au milieu, hop, si lui on le descend, paf, sa troupe qui est au milieu, ça va être un enfer pour le Rohan de venir dedans, parce qu'il sera bloqué entre les 2 bâtiments. Il y aura de la protection des 2 bâtiments, et il y aura un objectif qui sera free pour le Rohan, mais il a un point sur ces 3 objectifs-là qui va être plus facile à défendre avec son ombre. Et donc, cette position-là va être beaucoup plus défensive, on voit bien qu'il est beaucoup plus regroupé que dans l'autre sens, que lorsqu'il était, hop, comme ceci. Hop, que quand il était comme ceci. Donc là, déjà, on voit que le Rohan, enfin les Isengard, ils savaient pas trop où mettre ses points, et du coup, ça va lui mettre préjudice. À l'instar du Rohan, qui lui, en fait, il joue sur 3 points, hein. Clairement, le point de droite, il s'en bat, et il dira, on verra si on arrive à le prendre avec une petite figue à un moment ou un autre. Et là, du coup, on joue vraiment sur ces 3 objectifs-là. Donc ça, c'est ce que annonce le déploiement. À prendre en compte aussi, quand vous regardez après le déploiement et la table, c'est tous les décors qui servent à rien. Donc en fait, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, on peut déjà le supprimer. Ça ne change rien à la partie. Les 4 forêts là, terrain difficile, ne changeront rien à la partie, personne n'ira jouer dedans. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le décor qui est là, et en fait, là, c'était de l'eau peu profonde, donc la cavalerie ignore. Donc, on peut le supprimer aussi, vu qu'il n'intervient pas. Donc en vrai, la table de jeu, elle se retrouve comme ça. Et ça, ce qui est important à faire, et c'est dans votre esprit à faire ça, c'est vraiment de vous dire, ok, ce décor-là ne va pas intervenir, celui-là ne va pas intervenir. Hop, je vais juste le remettre. Le lac peut intervenir de temps en temps si Isengard avance, mais là on est dans un scénario avec 5 objectifs de zone, du coup on est obligé d'être sur l'objectif, donc forcément les 2 armées vont s'affronter le plus proche des objectifs. Ce qui fait que celui-là n'aura pas d'impact pour le Rohan et très peu pour l'Isengard. Donc l'Isengard peut le prendre encore en compte, mais le Rohan n'a aucun intérêt de le prendre en compte. Donc vraiment, là, on peut prendre ce scénario-là en disant que c'est ça qui est pris en compte pour toute la partie. Il n'y a que ce caillou, il y a les deux rochers. Donc si je vous remets une petite image, voilà. Donc voilà. Là, vous avez typiquement c'est les décors qui comptent. On a le décor qui est là, les 2 petites balissades et le caillou. C'est tout. Les autres décors là, ils ne servent à rien. Et là, le lot ne sert pas à rien pour le Rohan. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut réaliser. Comme ça, on n'a plus besoin d'y penser et on se prend plus la tête sur ces décors et c'est une façon de purifier notre esprit. Alors, c'est parti pour la suite. Donc là, voilà, fin du déploiement. Donc le tour 1, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Donc là, le tour 1, j'aimerais bien voir la fin de la phase de mouvement. Ah oui, alors, dans les choses notables, c'est ici. Donc on voit que Dernhelm, il a jeté son javelot, il a tué le berserk, il a du might. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir might, parce que ça permet justement d'aller sur l'Urtz et de faire la défense, et du coup d'empêcher l'Urtz. Parce que ce que le Rohan a peur, vraiment, ce que le Rohan a peur, en fait, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton Rohan, quand il arrive au combat et qu'il a chargé avec une tonne de trucs pour tuer des gens et faire un maximum de kills, j'ai essayé de remettre en gros, elle était venue là,
Lui, il était venu contacter ici, c'est pour ça qu'il était là, on a commencé à déborder de mémoire. Je sais plus exactement, on s'en fout un peu, donc en gros, hop, la bannière était par là, et il y avait un câble, je sais plus, je sais que j'en avais glissé un par là aussi, de mémoire pour bloquer. Et en fait, ce qu'il faut voir dessus, c'est que le principe de la cavalerie, ce qui avait amené, c'est de charger et faire des kills. Et ce qu'elle aime pas, ça va être la contre-charge de cavalerie qui va empêcher de faire des kills avec le cavalier, qui en lui faisant perdre ses bonus. Donc là, vraiment, si le cavalier vient et charge ici, par exemple, on voit que ce cavalier-là, qui était face à un piquier, peut-être soutenu, plus les berserkers qui vont venir contrer ici, le berserk et les urukai qui vont venir charger, et en fait, il va être un dé contre une pelletée de dés et il va crever. Alors que s'il a pas chargé, il va avoir 2 dés et sur un 6, il gagne le combat. Donc du coup, il aura toujours plus de chances de gagner le combat. Donc, voilà. Donc ça, c'était la première défense que peut avoir le joueur d'Isengard. Et la deuxième défense que peut avoir les deuxièmes Isengard, c'est de venir avec un héros qui a une bon combat, de le mettre sur un gars, de faire un combat héroïque sur un gars. Parce que du coup, il a le même combat, donc déjà il faut que son adversaire avec 2D fasse un 6 qui n'est pas forcément le plus simple, et comme ils ont le même combat, après c'est encore une chance sur 2, donc vraiment il a moins de chances de gagner le combat, donc il peut se permettre de faire un combat héroïque, et de venir éclater un deuxième cavalier, voire devenir un héros, et comme ça le héros perd son combat héroïque s'il a fait un combat héroïque. Surtout que on a des héros qui ont combat 5 ici, on a d'autres héros à combat 5, donc les capitaines. Si tu viens avec un cavalier, tu viens avec l'Urth, tu fais ton combat héroïque, l'Urth, il va venir, bloquer un cavalier en plus, pour pouvoir en tuer un autre, et ton cavalier, il va passer, et il va charger le héros adverse qui a fait un combat héroïque, peu importe le héros, tant qu'il a fait un combat héroïque, et du coup, le héros ne renversera plus, perdra son bonus de charge, donc là, on a un roi du Rohan qui a 2 attaques, et au final, qui va taper moins fort qu'un garde royaux, vu que le garde royaux, il va renverser. Et du coup, là, il est contre 3 adversaires, il tuera jamais les 3 adversaires avec 2 attaques, donc il perd son combat héroïque. Ce qui fait que même s'il gagne le combat, et il y a forte chance qu'il gagne le combat, et au final, ça recule, et même s'il en tue 2, il en tuera que 2, et avec le combat héroïque, il viendra pas en éclater 4, quoi. Donc ça aussi, c'est une très bonne défense que peut avoir le joueur de l'Isengard, mais comme l'Urth est au combat, il peut pas faire de combat héroïque, comme Ugluk est au combat, il peut pas faire de combat héroïque, et comme Vrasku est hors jeu parce qu'il s'est positionné hors jeu, il y a pas de possibilité. Et après, encore plus fourbe, si ça se passe, on peut aussi mettre 2 héros, un frappeur et un autre point à combat héroïque sur un cavalier, on fait la frappe, le combat, et en fait, Vrasku va venir, faire chier un héros ou une petite cavalerie s'il a pas envie de le perdre, et notre ami frappeur va venir sur un héros, et là ils vont le découper, parce qu'il fera son 6, et il viendra le tuer, vu qu'en plus il est bloqué. Si en plus de ça on arrive à caler un petit cavalier, et là c'est vraiment la débandade pour notre ami cavalier. Donc vraiment là c'est un déploiement qui est pas terrible pour notre ami du Rohan, donc lui il était mort, et du coup ça a permis au cavalier de venir charger l'Urth. Donc vraiment ça c'est un déploiement qui a pas été terrible de la part de notre ami Isengard. Autre chose à noter, je vais là parler du côté Rohan, je vais démystifier déjà quelque chose, parce que là c'est bien entendu le Rohan qui a eu l'initiative, mais dans tous les cas, le Rohan allait faire un élan pour pouvoir charger. Il est hors de question déjà 2 choses, c'est que la première, que laisser l'objectif avec toute l'armée dessus, donc là ce serait une galère pour aller le chercher, même s'il était hors portée au début, et surtout, c'est que s'il le joue pas, en premier, qu'est-ce que va faire notre ami Urukai? Il n'a aucune raison de se positionner en mode, viens me charger, je vais rentrer dans tes 10 pouces, et puis claque-moi les fesses. Pas du tout, lui ce qu'il a envie, c'est de jouer en second, de rentrer justement dans ses 10 pouces en étant en second, et de venir après avec un élan, faire un duel d'élan pour empêcher la charge du Rohan. Donc vraiment, quand vous jouez contre du Rohan, vous êtes premier, vous pouvez pas charger comme actuellement, là vous pouvez pas charger, vous mesurez la portée du Rohan, paf, 10 pouces, pardon, c'est 10 pouces, vous avez vu la portée du Rohan, et vous reculez à 10 pouces. Voilà, et en fait vous allez temporiser le jeu comme ça, jusqu'à temps que votre adversaire, s'il n'a pas décidé de charger en premier, qu'il vienne en jouant en premier,
hors portée de charge, vous allez faire un full move, et du coup, prochain tour, faites un duel d'élan. Et c'est votre meilleure façon de contrer la cavalerie. Ce qui fait que, normalement, quand vous jouez en second, et qu'il n'a pas envie de charger parce qu'il trouve que la position n'est pas encore favorable, et ben votre ami Rohan, il va venir mesurer 12 pouces, donc là on a 6 pouces plus 6 pouces, il va venir mesurer 12 pouces, et il va poser toute sa cave, et ben dans les 12 pouces, pour que quand vous avancez vous de full de 6, hop, et ben vous ne puissiez toujours pas charger, hop là, et ben que vous puissiez toujours pas charger. Et en fait, du coup, ça fait des statu quo comme ça. Donc, pour démystifier, c'est toujours le rang qui va charger en jouant en premier, 80-90% du temps, hormis défendre certains points dans certains scénarios où votre adversaire a attendu gentiment le Rohan. Donc, j'ai tout remis en place. Hop, on va refaire de la petite charge un peu de partout. Paf, paf, paf. Voilà. Et en fait, le but du Rohan, comment on se protège justement des héros qui vont faire des frappes, etc. Et ben c'est en chargeant justement les héros déjà, parce que comme ça on les cloue au sol et on choisit contre qui il combat, donc ça c'est déjà un premier. Et après, en fait c'est en se bloquant. Donc déjà qu'on n'est pas trop nombreux, mais on a des gros socles, et généralement, nos héros, on en a pas mal, et vous voyez que ça fait quand même une prise de table qui est quand même assez volumineuse, et assez chiant. Et en fait, on va poser des héros qui vont être là, enfin des figurines qui vont être juste là pour bloquer. Ce qui fait que si lui, il meurt, par exemple, parce que Vrasku était là avec un combat héroïque, et au final, en faisant ça comme ça, t'es obligé de faire tout ce grand tour pour venir contacter un autre héros, ce qui fait que notre petit Vrasku, il pourra que venir sur ce qu'on a choisi, venir ici. Du coup, on n'aurait pas mis le héros ici, on aurait mis un autre cave, et nos héros seront tranquilles. Et du coup, nous, avec nos combats héroïques, ça nous permettra de se réajuster après. Donc, donc ça, c'est une autre façon de se protéger efficacement. Donc là, ça passe pas entre les deux. Hein. Hop, l'avantage de Vassal, c'est qu'on peut voir de tout proche. Et voilà. Et là, on ne passe pas une figurine entre les deux, ce qui fait que notre héros, qui était ici à la base face à un cavalier, va être obligé de faire ses 6 pouces jusqu'en contournant, et il pourra pas aller bien loin, quoi. Donc en fait, on va l'anticiper en suicidant quelques cavaleries. Donc ça, c'est une façon de se protéger de ça. Le deuxième point, c'est la cavalerie, c'est exactement le même principe. Si une fois que on a tué avec le cavalier en plus, hop, le cavalier qui était là, il meurt, et pareil, il devra faire le tour pour venir empêcher nos combats héroïques. Donc ça, c'est une autre façon de se protéger. La deuxième façon qu'il y a, parce qu'il y en a plusieurs, hop, voilà, j'ai remis, c'est une fois que, c'est si là, on a notre héros qui était ici avec un autre cave, et qu'on veut empêcher notre adversaire de faire notre combat héroïque sur notre cavalier avec son Vrasku et de nous charger, et en fait, on va juste mettre un cavalier suffisamment proche, on va faire un mur, en fait, avec nos cavaliers, pour que, une fois celui-là mort, Vrasku n'a juste pas assez de mouvement pour faire tout le tour. Il sera obligé de s'arrêter sur le cavalier. Voilà, donc ça c'est les deux façons qu'on a de protéger nos héros lors de nos combats héroïques. Donc là déjà on a fait un gros brassage de tout ce qu'il y a dans cette phase de déploiement qui va pas. Et en fait, si on va retourner sur notre rapport qui est ici, la fin du premier tour, en fait, il va être destructeur parce qu'il y a le mort, tous les combats héroïques vont passer, parce que le Rohan, il est là pour frapper fort, il va utiliser toute sa might, ce qui est logique, il va utiliser autant de might que possible, comme on a vu qu'il y a 9 contre à peu près 26, en fait, on va-y, un claque, hein, parce que tu peux y aller, quoi. Surtout que si en plus, on vient prélever un héros grâce à cette might, on réduit encore le pool de might adverse. Donc vraiment, là, c'est un gros bonus que va avoir le Rohan. Donc j'aimerais bien qu'on ait une vision un peu plus d'ensemble. Voilà, donc ça c'était voilà. Donc là, on a déjà la fin des combats ici. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, tout ça, paf, voilà. Et lui, je crois qu'il est mort aussi, ou il est toujours là, je sais plus, voilà. Mais en gros, ça fait un carnage ici. Et là, pareil, nos héros, en fait, ils ont arraché autant de choses que possible, et ça fait 18 kills au total, si on écoute le rapport. Voilà, donc,
je fais une petite pause 2 minutes, le temps qu'on arrive à l'autre warband, c'est que celui-là, je l'ai vécu, donc je le connais bien, et du coup, c'est plus simple pour moi d'en parler. Les autres, on se basera un peu plus sur les images, et je pense être moins précis sur ce qui se passe, etc. Donc voilà, donc là, on voit l'autre warband. Les choses à noter, comme je vous disais, là, on voit les cavaliers... le cavalier qui est ici, qui est venu prélever les cavaliers qui étaient à gauche. Bon, il y a un capitaine qui a perdu un combat, mais bon, on peut pas forcément être bon partout. Et on voit ici un cavalier du Rohan, juste un petit peu en arrière. Je sais pas si on va le voir un peu plus. Mais là, on voit sa queue, on voit que c'est... Voilà. Oups. Autant pour moi. Hop, remontre-nous ce petit cavalier, s'il te plaît. Voilà, on voit qu'il y a un héros ici, qui est revenu à l'arrière pour aller attraper un peu des figurines avec son combat héroïque, pour pouvoir, justement... au prochain tour, faire un élan sans que les petits cas qui étaient derrière puissent être impactés. Et ça, c'est vachement intéressant. Le héros qui est là, il est là pour faire l'élan ici. On a vu qu'à gauche, il reste 2 figues, un mec à terre, donc peu importe, il n'y a pas de puissance, donc vraiment là, ça fera pas énormément de dégâts. Et mais par contre, ici, le combat, il continue. Donc ce capitaine-là qui a été replacé ici, il va permettre de faire son élan, d'échapper toutes les cavaleries qui est là, donc de faire le duel d'élan avec l'Urtz, mais ne pas avoir ceux qui étaient au niveau de l'eau pour aller choper le troisième objectif, hop là, c'est pas ça, le troisième objectif qui est ici. Donc en fait, ce héros capitaine qui est venu derrière, hop, derrière les rangs, il est venu ici pour pouvoir justement nos cavaliers qui étaient ici. Moi, non, je vais pas prendre des héros, mais vous allez comprendre. C'est en fait, s'il est là... Alors attends, je vais vous enlever des airs, faut que je trouve c'est les airs de qui. Petit air, c'est l'air de lui. Oh, cool. Et c'est L de L là, hop. Ah non. Voilà. Donc pour comprendre, pourquoi ce héros, il est bien là-haut. Il est bien là-haut parce que avec son air de 6, il touche pas ces 2 cavaliers-là, ce qui fait que ces 2 cavaliers-là seront libres d'aller sur l'objectif. Là où, s'il aurait été devant, hop, et ben en fait, s'il aurait été venu se fight devant, et ben en fait, il touchait ses cavaliers, et là, ça aurait été problématique. Voilà, ça c'était la petite aparté de ce move que je trouve fort sympathique. Hop, on va reprendre le petit rapport. Et en fait, à partir de là, la partie elle est terminée, hein. Le Rohan, il a massacré Lisengard en un tour, quand on fait 18 pertes en un tour, même s'il a pas l'initiative derrière, c'est terminé, hein, la partie est terminée. Vous allez bien vite comprendre que s'il a l'initiative, ok, ce qui est ici va se faire charger, mais en fait, tout ça, ça va contrecharger, ça va prendre le temps même de faire un tour de plus au pire, et ça va être un carnage, quoi. Enfin, concrètement, là, la partie, elle est déjà terminée, on sait que le Rohan, il met 6-0, quoi. Voilà. Donc, et qui risque de marquer la majeure. Donc ok, le Crébin il va venir faire 2-3 petits trucs, Laurent peut toujours envoyer un héros à l'arrière si jamais, mais là la partie elle est complètement perdue. Donc autour d'eux, Laurent il a l'initiative, donc il obtient l'initiative, et du coup il a la main neutre. Concrètement l'initiative il sert pas à grand chose, pour être tout à fait honnête, c'est le combat d'élan qui est important, il gagne le combat d'élan, et du coup il peut recharger. On revoit Elfhem qui reprend l'Urtz, et tout ça qui vient de se battre. Le capitaine qui prend le warg parce que c'est ce qui va empêcher nos cavaliers de faire du dégât, et puis on est parti pour une resalve de combat. Voilà, et en fait à partir de là, la partie elle est terminée, donc il y a 2-3 petits moves qui sont sympas, t'as le move de Vrasku qui est resté là, qui est resté là-haut, qui va venir tuer ceux qui sont défendus à l'arrière pour sécuriser l'objectif, et qui va tuer... dans un combat héroïque qui aura la chance de tuer. Donc voilà. Et après, un autre petit effet notoire qu'il a pas vu, où là, le maître des dés a très bien joué. Je vous montre sur Vassal, ça va être plus simple. En fait, son cavalier, il est venu ici. Moi, j'avais de la figue ici. Et avec les 10 pouces, je pouvais tout juste, avec le combat héroïque, je pouvais tout juste, voilà, faire ça. Et en fait, lui, il est venu ici, paf, sur l'objectif, juste au bord. Parce que il a son objectif. Moi, je peux pas le charger. Et en fait, il y a une zone de contrôle. Et en fait, comme vous voyez, la zone de contrôle du cavalier est plus grande que l'objectif, ce qui fait que je ne peux pas venir contacter l'objectif. Et dans tous les cas, comme on avait décidé que c'était les derniers tours, il ne peut pas venir contester cet objectif. Et en fait, le simple fait de venir tout tranquillement, donc il l'avait déjà tag, hein, donc il aurait pu se positionner voilà, comme il le souhaite, mais juste de fait
de pas venir complètement dessus, d'engager le combat et de perdre une figurine ou on ne sait pas ce qui peut se passer, et ben en fait il va juste refuser le combat, il va laisser sa zone de contrôle protéger l'objectif par lui-même, et du coup notre petit cavalier qui est là, donc si je fais un plus, hop, et ben notre petit cavalier, il n'a pas le droit de rentrer dans la zone de contrôle parce qu'il ne peut pas charger, et donc il ne peut pas avoir l'objectif. Et donc si on finit notre mouvement et qu'on enlève notre zone de contrôle, et ben notre objectif est toujours à Isengard et il ne peut pas être contesté. Donc ça c'était un très bon move du maître des dés qui l'a fait, et je tenais à le souligner parce que c'est un petit élément tactique fort sympathique. Hop là. Et donc quand on continue le rapport, mais en fait on voit bien que tout se fait littéralement massacrer. Hop, la petite pub elle est passée, et en fait tout se fait littéralement massacrer, il finit avec 3 figues en 3 tours, quoi. Et ce qui est normal quand on voit, voilà, ça c'est le résultat de fin de partie. On voit que Laurent a quasiment pas perdu de perte, on voit l'Isengard qui est plus nombreux dans les morts que dans les vivants. Et ça c'est dû juste au déploiement, parce que le déploiement était merdique. Donc si on reprend un peu tout ça, hop. Oh merde, j'ai enregistré comme un con. Bon, bon, j'avais tout préparé et je retrouve le fichier, j'ai enregistré par-dessus parce que je suis un con, et je vais juste vous montrer du coup comment il aurait pu mieux faire son déploiement et comment moi je l'aurais fait à sa place. Donc je vais le faire sur une warband, mais c'est le même principe que sur l'autre warband. Alors, il y en avait 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y avait 2 berserk, il y avait la bannière, il y avait un cave. Donc en fait, moi je serais parti du principe que déjà je vais subir la charge. Je veux subir la charge, donc quand je me déploie, je veux savoir où je veux subir la charge. Je veux subir la charge au niveau des objectifs, donc déjà je vais poser mes figurines avec un petit peu d'écart. Ça c'est le premier truc. Je veux au moins qu'il y ait des espaces de une figurine qui passe. Donc je vais laisser plus d'espace exprès, et je vais m'étaler sur la table. Hop, voilà, donc je vais vraiment faire l'effort de m'étaler, et je vais venir caler mes lanciers derrière, tranquillement, et je vais mettre l'Urtz à 6 pouces de tout ça. Voilà, je vais mettre la bannière derrière, tu vois, j'ai même un gars en plus si je veux augmenter la taille de la zone pour pas me faire circle. Donc voilà, donc ça, j'aurais fait ça, quelque chose comme ça, et j'aurais mis le cavalier à l'arrière. Et j'aurais sans doute tendu un peu plus avec un petit gus par là. Voilà, donc moi j'aurais plutôt fait un déploiement de ce style-là, où j'aurais mis le piquet là, et j'aurais refermé un peu plus là, pour que ça ne passe pas, ou j'aurais fait avec la deuxième warband en me posant là, mais j'aurais fait en sorte de pas pouvoir me faire circle entre ce décor-là et cette zone-là. Et j'aurais joué ça un peu comme ça, j'aurais peut-être étendu un peu plus là, et j'aurais été un peu plus en galère sur le côté gauche. Mais ça aurait pas été un grand problème. Pourquoi je fais ces espaces ? Ces espaces-là, ils sont pas là en but stupide et sans importance. L'idée derrière ça, c'est que le Rohan, comme on l'a vu quand on est en formation serrée, si je vous remets le déploiement du maître des dés, hop, que lui il nous a fait un truc comme ça, en laissant l'Urtz avec des piquets, dégâts partout, ça hop, la bannière était derrière avec sa pique, il y avait 2 là, il y en avait un là, et du coup on se retrouve avec un truc, un schéma un peu, hop, les berserk ici, en centre, et un truc comme ça. Donc la phalange, elle a un centre un peu renforcé avec le héros et les 2 pieds berserkers, ce qu'on a vu dans l'étude des phalanges, et elle est plutôt équilibrée après, parce qu'on a un peu tout partout pareil. Bon, elle est un petit peu plus fort au centre, mais voilà. Et en fait, la différence, c'est que là, un cavalier, un héros qui va vouloir faire son combat héroïque va en attraper 2. Si, comme on a vu avec un javelot, on vient prélever le berserker, et ben on peut attraper le héros et du coup le faire chier. Ouais, on a ici, on peut toujours faire du 2 contre 1, ce qui fait qu'on a encore plein de figues pour venir taper sur les flancs, pour circle, pour se protéger un peu de tout ça. Bref, on sent que, en fait, avec très peu, tu vois, avec 5 caves, et ben, là, avec 5 caves, et ben, je le circle. Alors que, si je reprends ici, j'ai un premier qui va venir, si j'en perds un au javelot, c'est pas grave, parce que voilà, j'ai toujours mon deuxième rang qui est en place, donc du coup, il peut venir avec ses héros, donc là, on voit que le premier pourra en charger 2. Ici, il peut en charger 2,
ici, il peut en charger 2, mais ça laisse des grands couloirs pour que nos héros ils puissent passer. C'est pas trop ce qu'on veut, parce que là, le héros, il peut vraiment venir impacter. Et en fait, avec 3 figues, il a pris un espace, je sais pas si on peut mesurer, hop, il a pris un espace de 12 pouces, alors que ici, avec 5 figues, au combat, il a un espace de, hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là, il a un espace de 10 pouces. Donc déjà, avec 10 pouces, il en met 5, là, nous, avec 12 pouces, on en met 3 pour tout contacter et avoir le même genre de combat. Sauf que derrière, si on prend... Alors, comment je reviens à un truc classique, paf. Voilà, si là, on revient en fait pour nos charges, s'il veut continuer à charger, et ben en fait, le cavalier, on se retrouve avec 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 2. Donc au final, il y a un seul combat qui sera du 2 contre 2, et après c'est que du 1 contre 1. Donc déjà, le tour, si on reste juste comme ça, le tour où notre ami Rohan va faire des combats héroïques, parce que c'est ce qu'il va chercher à faire, comme dans la plupart des cas, il va chercher à tuer la troupe, et ben en fait, au final, et ben nos combats héroïques vont prélever un gars, puis après ils vont venir sur le 2e rang. Et donc du coup, ça, c'est très chiant pour nous, pour le joueur Rohan. Donc ça, c'est le premier point. En plus, on prend plus d'espace, on se fait pas circle, et en fait, on peut encore manœuvrer. Une fois qu'on s'est pris la charge comme ça, et ben en fait, mon ami Lurtz, il a que l'embarras du choix. Il peut venir charger là, 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 et il peut venir charger là. Donc en fait, partout où on veut, et ben en fait, c'est nous qui choisissons où notre héros va combattre. Voilà. Et après, on a notre cavalier, comme on a dit qu'on aimait faire ça, et ben même là, on bouge notre piquet, hop, mon piquet va venir là, mon cavalier va venir là, mon Lurtz, hop, avant de bouger mon piquet, je mettais mon Lurtz ici, je bouge mon piquet, pour pas qu'il nous embête, et ben en fait j'ai mon cave et mon Lurtz sur mon cavalier, et du coup j'ai pas de problème pour pouvoir venir charger, et s'il m'aurait chargé notre petit gars, et ben soit je l'anticipais en laissant l'espace d'un cavalier, et déjà en le mettant ici, qui va protéger Lurtz, tout pareil du cercle, et du coup là il y a plus de problème, et si je l'ai pas anticipé, et ben au pire, j'aurais un cavalier qui pourra venir juste contacter son cavalier à lui, qui serait venu contacter mon lancier, et du coup là son cavalier sera en panade, et je pourrais toujours mettre Lurtz sur mon combat de mon héros, avec un autre, et du coup je pourrais supprimer ça, envoyer Lurtz là, et supprimer ça. Et en fait, je défends beaucoup plus facilement. Et en plus de ça, lorsque les héros adverses, comme celui-ci, va faire un combat héroïque, et ben il va en prélever un, il va recharger, et il va en reprélever un. Et du coup, on va 2 morts, alors que dans cette situation-là, quand on était là comme ça, et ben le capitaine tue ces 2-là, hop, ah, bah salle de merde. Voilà, et ensuite, il va revenir charger ici, et du coup, les 2 piquets vont mourir. Hop. Parce que avec toute la puissance des héros, globalement, on va tuer tout ce qui bouge. Et on va gagner nos combats. Elles sont là pour ça, sur ce tour de la mort. Et donc en fait, là on fait 4 morts, de l'autre côté on en fait 2. Moi je préfère subir 2 pertes que 4, sauf si mon but est de perdre la partie, mais ou de faire des mots, mais c'est pas souvent ce qu'on veut. Donc voilà, après mon Crébin, j'aurais joué aussi le Crébin pas défensivement, enfin si j'aurais joué défensivement, mais je l'aurais pas joué en capturant d'objets, en venant ici comme le maître des dés a fait, je serais venu avec mon Crébin en fait contacter un cavalier. Et je serais venu faire chier un cavalier. Du coup, ça me ferait plus de dés pour le combat, ça me le cercle, et s'il fait son 6, et ben, il pourra pas tuer le Crébin ou difficilement, vu qu'il faudra qu'il réussisse toutes ses attaques. Et réussir toutes ses attaques sur du 4+, c'est quand même compliqué. Donc notre Crébin, et après, s'il se relève et qu'il bouge, il pourra toujours bouger de 6 et revenir faire chier un héros. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut venir vraiment embêter la cavalerie. Et si en plus on le combine avec un cavalier, et ben là, c'est juste royal. Voilà, et on peut venir aussi, si on n'a pas peur de perdre notre Crébin, parce que là il était quand même un peu important sur l'objectif, et ben en fait si on met un Crébin sur un héros, et ben Dernhelm qui a 4 attaques, qui a chargé, et ben en fait faut qu'il réussisse 100% de ses attaques, parce que il faut que les 2 premières attaques passent sur le Crébin et que tout passe, donc les 4 attaques sur le Crébin passent pour le tuer, et après son autre attaque, il doit réussir pour la tuer, qui sera doublée bien sûr, mais du coup s'il en rate une, et ben c'est fini son combat héroïque, donc ça permet de bien empêcher le combat héroïque. Et nous ce qu'on veut en tant que Rohan,
c'est de combattre combat héroïque et tuer des figues. Et si on est empêché de gagner notre combat héroïque, et ben on aura tué moins de figues, même si on tue un crébin. Alors que dans un cas, en fait, si tous les combats héroïques gagnent, et ben en fait 18 morts, donc là on prend vraiment un avantage qu'on réduit le nombre, alors que à l'inverse, si on perd nos combats et qu'en plus on est gêné par les héros adverses et par la cavalerie, vraiment ça devient compliqué, quoi. Et donc si on refait un peu la ligne de bataille, juste celle-ci, avec nos phalanges, qu'on remet, ce qu'il y avait en fait, il y avait ça, et un petit capitaine, il me faut un capitaine du rang, la preuve que je suis habitué à vassal, quoi. En gros, il y avait ça. Et il y avait peut-être un petit cap de plus, on va dire. Et nous, on avait les 3 piquiers là, il y avait le 3e, et un berserk. Petit berserker, on va prendre toi. Petit berserker en plus. Il y avait ça. On avait notre crébin, on avait un cavalier, on avait un 2e. Et en fait, si on regarde notre déploiement, ok, lui il va venir empêcher ici. Et en fait, si on regarde ça, on a notre bannière qui va venir ici. Lui, on s'en fout. On va attendre. Je vais vous déblayer pour mieux comprendre tout ça. Et voilà. Ce sera plus clair. Si on reprend ça, il y avait les 2 arbas en haut, 3 arbas en haut, 2 arbas et une 4e en bas. Voilà, donc en fait, sur cet affrontement-là, il y avait ça. En gros, parce que l'autre, il était en train de se faire éclater la tronche. Et là, vu le nombre, ok, on aurait pu temporiser un peu plus, mais on devrait se faire éclater la tronche tout pareil. Et ben du coup, en fait, avec tout ça, si on aurait fait le déploiement, lui, il serait retrouvé en bas. J'aurais sans doute laissé 1 ou 2 arbas, j'aurais laissé le crébin là-haut, parce qu'avec ses 12 pouces, vol, paf. Avec les 12 pouces, il peut très bien intervenir, voire même il peut venir ici, ou j'aurais peut-être posé ici aussi, dans les 6 pouces de Vrascou, et j'aurais joué quelque chose comme ça, voilà, un truc comme ça, j'aurais sans doute mis le berserk ici pour empêcher vraiment le débordement, et j'aurais mis ce piqué là, ici, en mode... voilà, en mode juste pour protéger le Vrascou. J'aurais joué quelque chose comme ça. Ma position défensive. Avec un doublon aussi ici, pour éviter que si le berserk qui meurt, et ben il y a l'arrière qui se fasse faucher. J'aurais toujours joué avec des doublons. Donc là, notre adversaire aurait fait un truc, une charge comme ça, donc là à droite il peut pas se faire déborder, il est content, et il va mettre une figue en défensif par ici pour pas se faire déborder. Et du coup on arrive à une situation comme ça, et en fait là c'est assez problématique, parce que l'Urtz va venir gérer le capitaine, il va frapper, je vais envoyer mon crébin, bloquer le capitaine, donc là le capitaine est complètement bloqué, il pourra plus bouger. Donc là le capitaine est cloué, si vraiment on veut le faire propre encore plus, on peut venir avec le crébin, envoyer l'Urtz ici, l'Urtz va faire une frappe, le capitaine est mort, comme ça le capitaine est géré. Je vais envoyer du coup un petit berserk ici, lui ici, je vais faire un petit décalage là, j'envoie Vrascou ici, et je vais faire un combat héroïque, pour supprimer ça, ce qui fait que tout le monde peut rebouger, je peux venir soutenir histoire d'être sûr de péter un héros, et en fait je peux revenir faire un combat. Donc j'aurais sans doute fait un truc comme ça, où j'aurais envoyé Vrascou face ici, parce qu'il a pas la frappe, et du coup ça fait le combat 5, contre combat 4, donc là ça le force à défendre, et en fait mes piquiers et tout le bordel, j'aurais fait envoyer au combat, j'aurais sans doute laissé passer l'espace pour que le cave vienne charger, et ici j'ai un cavre qui aurait pu attendre, prendre l'objet à l'arrière, et puis faire sa petite vie. Et en fait, on voit que, au lieu de se faire circle et d'avoir la pression comme l'avait le maître des dés sur son rapport, et ben on se retrouve avec une partie où c'est nous qui avons choisi les affrontements, et c'est nous qui peut vraiment diriger cet affrontement. Donc sans doute qu'en réponse, il aurait mis le héros ici pour pas venir avec Vrascou, mais on voit bien que ici, combat héroïque, et là, on peut y aller. Donc, au final, c'est très compliqué à rentrer dedans avec la cavalerie. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair par rapport à ce que moi j'aurais fait et comment j'aurais vu ce scénario. Donc là, la partie, elle était finie après le tour de charge. De toute façon, généralement, on sait comment la partie elle a tourné. Hein. Soit il y en a un qui s'est fait défoncer, soit c'est l'autre. Hein. Mais vous voyez bien qu'avec un engagement de ce type-là au premier tour, on est beaucoup plus défensif et on va beaucoup mieux encaisser la charge. Parce que là, le capitaine, concrètement, il va se prendre une frappe dans la tronche, donc il va mourir. Parce qu'entre le crébin, l'Urtz et Piqué
et lance, il se fait éclater la tronche. Ensuite, le cavalier ici, il se prend le combat héroïque avec Vrasku, berserk et tout le bordel, donc il va se faire éclater la tronche, ou piquer et épée, mais de toute façon ça fait beaucoup trop d'attaques. Du coup on a lui qui va pouvoir venir soutenir, par exemple ici, on a Vrasku qui peut venir ici. Si on a été fourbe jusqu'au bout parce que ce capitaine, on se dit ok, on aurait pu mettre le crébin ici pour venir circle après si jamais, en se disant qu'on n'a pas forcément besoin, et du coup le crébin peut se rebarrer pour venir circle ici, pour venir circle le capitaine qui bouge après. Il aurait pu venir aider le berserk sur le cavalier qui était en défensif, ou il aurait pu aller faire chier un autre héros, un autre capitaine par exemple, qui aurait fait un combat héroïque. Donc vraiment ça nous met dans une position défensive qui est vraiment supérieure, quoi. Et là du coup j'aurais vraiment perdu le centre. Ok, j'aurais éclaté à peu près de la même façon parce qu'il y avait beaucoup sur le côté droit, mais concrètement, ça aurait été beaucoup plus compliqué de la part de mon adversaire. Et encore, le côté droit, j'aurais mis le cave plus en arrière, parce que ça aussi je l'ai pas dit, mais son cave était à portée de charge T1, alors ce qu'on veut c'est que le cave contre-charge, donc j'aurais évité aussi que mon cavalier puisse se faire charger pour pouvoir contre-charger, et faire vraiment un maximum de dégâts à mon adversaire. Donc voilà, donc j'espère que ces explications vous ont plu, que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire, et merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine, salut.